Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, on n'a pas froid aux yeux, on s'attaque à un monument de la littérature française, une pièce de théâtre, le Cid de Pierre Corneille. Vous allez m'entendre dans l'épisode dire à quel point c'est toujours intimidant, un peu comme Madame Bovary, et il y en aura d'autres par la suite, mais de toucher à une œuvre de littérature classique. Il y a un niveau, il y a tellement de couches dans l'analyse, et puis aussi, dans mon cas, peut-être un manque de connaissances sur le contexte de chacune des œuvres qui m'intimide toujours et franchement pour lequel aussi j'ai un intérêt à aller creuser, mais de là à me taper la biographie de chacun des auteurs, ça m'a pas encore pris. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais voilà, j'ai toujours l'impression d'en parler avec j'allais dire une certaine dose d'ignorance, mais rendons ça plus positif et parlons peut-être plus d'humilité dans, dans ce contexte-ci. Néanmoins, ne pas comprendre tout le contexte, ça n'empêche pas d'apprécier une œuvre et de la trouver magnifique. Et vous allez m'entendre, mais c'est vraiment le cas de l'œuvre de Pierre Corneille, le Cid, vraiment d'une beauté exquise. Et j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois une nouvelle voix pour cet épisode, Isabelle Goupil-Sormani, que vous allez apprendre à connaître, une amie, une collègue qui a joyeusement accepté de se joindre. Je pense qu'elle était très contente lorsque je lui ai fait la proposition. Vous allez entendre l'anecdote durant l'émission de comment ça s'est fait. Et voilà, je suis très content de l'accueillir et je vous fais un scoop, mais elle sera de retour pour d'autres épisodes. Et voilà, sans plus tarder, bon épisode. Encore une nouvelle voix au podcast. On accumule, parce que là on est rendu 8e épisode, je pense. Puis là, on a eu... Là, en fait, le décompte ne fonctionne pas parce qu'il y a des épisodes qui vont jumper, mais... Alors, nouvel épisode de podcast avec une nouvelle voix. Voilà. Isabelle! Allô! Allô, Fred. Alors, ça fait, déjà 30 minutes qu'on jase, mais on va faire comme si on se rencontrait Non, mais c'est au vraiment... début d'un épisode. Non, mais c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je suis vraiment heureuse. Collègue, amie, oui. Ancienne superviseur. Oui, ancienne prof, oui. Ouais. Mon Dieu. Mais t'aimes ça, les anciens profs. Oui, c'est vrai. Ben oui. Après Suzanne, Isabelle, t'étais pas une prof de littérature. Par contre, non. Médecin. Voilà, quoi dire de plus? On se connaît maintenant depuis 3-4 ans. C'est 2021 qu'on a commencé. En fait, je t'ai déjà vu même comme... tu étais déjà venu même m'enseigner quand j'étais externe. Là, mais bon, notre vraie relation... mais disons, pas MMS, parce que j'avais pas commencé. C'est donc 2021. Non, avant ça. Non, parce que tu t'enseignais les cours du stage d'externe en santé publique. 1 ou 2 cours sur la pollution de l'air que tu nous avais enseigné. Vivre sur le bord d'une autoroute, des affaires de même. Oui, ça t'avait marqué? Oui, parce que j'ai comme fait, oh merde, je peux jamais vivre de ma vie proche d'une autoroute. Puis après ça, j'étais allé dans ce domaine-là. Puis là, j'ai compris les nuances, mais quand même, ça m'avait marqué en me disant, oh, OK, là, comment je paramètre les endroits où je vais vivre pour respirer de l'air pur le plus possible. Puis là, maintenant, je vis au centre-ville, ce qui est, correct. Il y a d'autres avantages à vivre au centre-ville, puis c'est bon pour la santé aussi. Exact. Donc, on peut relativiser. D'où les nuances. Voilà. Tu vois, je viens de le faire. Non. C'est ça. J'expliquais à Isabelle en début d'épisode, chers auditeurs et auditrices, que je sape de manière inconsciente en début d'épisode, souvent, parce que je réfléchis à ce que je veux dire, puis j'imagine nerveux en début d'épisode pour avoir un contenu intéressant. Puis là, quand je me réécoute après dans l'édition des épisodes, ça m'énerve. Fait que là, j'en prends conscience, puis je travaille là-dessus. Donc, je vous excuse, je m'excuse si vous subissez mes tics nerveux de début d'épisode. C'est charmant. C'est charmant. Dont tu avais hâte. En fait, moi aussi, j'avais hâte, mais là, je sens que tu débordes d'entrain qu'on enregistre. Là, à ma défense,
on en a parlé en train quand je revenais de New York. Et je me rappelle pas du tout. Oui, ce que je tu m'as dit. revenais de New York en Mhm. janvier d'un super beau voyage avec mon père où on a fait des galeries comme si on était des collectionneurs d'art, donc toutes les galeries privées. Et on enregistre en juin, juste pour C'est placer ça. les gens. Donc, Donc, il y a 5 mois. il y a 5 mois, je revenais en janvier de New York, puis dans le dernier... Mon père habite Montréal, donc dans le dernier petit bout entre Montréal et Québec, parce que tous les deux, on est de Québec, tac, la personne avec à côté de qui je m'assois, c'est toi. Je prends le train à peu près une fois par année. Fait que, quel beau hasard. Puis là, Mm. tu me racontes ton projet ton projet de balado, de ouais. podcast. Balado, disons balado. On peut dire Hein? balado. Balado. Un ou Puis- une balado. Moi, je dis, qu'est-ce que je dis? Une balado, moi. Mais C'est comme une vidéo. Je pense que le Mais c'est vrai un terme, balado. c'est un balado, mais il y a un débat. Là. On salue Fred Ouf. Savard, notamment, qui appelle sa balado une balado. Mais c'est ça. Puis donc, et tu me dis, ça te tente-tu de lire le Cid? Fait que je l'ai lu, De Pierre Corneille. de Pierre Corneille. Voilà. Mais je l'ai lu en janvier. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est pareil. Je pense que je l'ai lu à peu près à ce moment-là. Puis je l'ai lu en période d'insomnie, tu sais. Donc, peut-être pas la meilleure occasion de s'en souvenir. Puis là, je l'ai relu rapidement cette En semaine. préparation. En préparation. Fait que... Voilà. Je dois dire que les œuvres de littérature classique, ça m'intimide toujours quand je réfléchis à un épisode de podcast pour en parler. Parce que, évidemment, je ne suis pas étudiant en littérature. J'ai de la misère à aller plus loin. J'ai l'impression que je manque de mots des fois pour les décrire. Puis d'aller plus loin que « Ah, j'ai trouvé ça beau » ou « J'ai trouvé ça mauvais » ou « J'ai trouvé ça plate » ou et d'aller vraiment dans le contenu puis dans le détail. Et c'est pour ça que je trouve... Évidemment, c'est pas du tout l'intention du podcast. Mais quand même, de part, j'imagine, le perfectionnisme puis de ce désir-là hein, qu'on a toujours dans notre c'est domaine. Dangereux. C'est dangereux d'aller au de fond toucher des un choses. classique. Ouais. C'est vraiment dangereux. Puis je me dis tout le temps, je vais recevoir des courriels de haine par la non, suite. là. Ben non, parce que personne n'écoute le podcast de toute façon. Non, mais tous les deux, on est d'accord. On joue un jeu dangereux. Mais je pense que c'est ça le problème de la littérature classique, c'est que ça finit par nous intimider. Puis on a l'impression Puis on la lit pas. Ben c'est ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on va la comprendre? Mais moi, j'ai été assez surprise du français simple. C'est accessible, hein? Oui, malgré les vers, malgré les rimes. Puis là, je vais avoir l'air niaiseuse, là. Je vais m'assumer. Je suis niaiseuse. Non, pas niaiseuse, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, je dis, hey, c'est envers, cette affaire-là. Fait qu'il y a comme... j'ai comme pas voulu m'astreindre à me dire pourquoi c'est une œuvre géniale, comment c'est écrit. Je l'ai lu, tu sais. Exact. Puis c'est bien écrit. Effectivement, c'est magnifique. On sent pas le poids des Alexandrins. On sent rien. Ça se lit tout seul. Mais c'est une pièce de théâtre. C'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être joué. Ouais. Puis je suis sûre que la pièce de théâtre m'énerverait plus que le texte. Je sais pas pourquoi. On y viendra parce que moi aussi, effectivement, je me suis demandé comment ça prend forme. Mais c'est drôle que tu mentionnes les Alexandrins parce que une minute avant que tu arrives, j'étais comme, voyons, il y a combien de pieds par vers? Puis là, je me suis mis à les compter. Mais ils sont pas tous fiables. Ils se permettent Ils sont durs, hein? Ouais, des fois, je l'ai compté 13 tantôt. Là, mais c'est supposé être 12, me semble. C'est ça. Oui. Mais il y en a plein qui sont 12, 7, 8, 9. Puis tu dis peut-être que dans le vieux français, en 1600... C'était prononcé d'autres. 1637. La première parution en 1637. Tu vois, il y avait un 3, mais il n'est pas à bonne place. Mais, mais tu sais, probablement qu'à cette époque-là, peut-être qu'il les disait autrement, puis il y a des inflexions qu'on ne possède pas. Mais de toute façon, même à des endroits, il se permet de ne pas toujours être dans ses codes. Fait que, mais je pense que c'est ça qui rend le texte agréable à lire, c'est qu'on n'est pas toujours coincé. Là. Ben oui, c'est comme... en tout cas, j'aime bien faire un résumé, mais on peut tout de suite aller dans on va faire le résumé. Là. Mais, moi, j'ai deux mots. Mais oui. Honneur tu. Tu sais, mais dans tous les sens. Mais ça, c'est peut-être pas tout à fait... Parce que moi, tu me dis ça, je suis comme... on a-tu lu la même affaire? Non, à la fin, c'est beau. Mais mais c'est une histoire d'honneur et de bons sentiments. Ben, c'est une tragicomédie. C'est exactement ça. Mais bref, allons-y, puis après ça, puis si tu trouves mon résumé trop long, tu m'interromps parce que je me réécoute tout le temps en me disant « Oh mon Dieu, mes résumés sont trop longs », fait que je m'excuse aux auditeurs. Non, mais moi, j'ai vraiment
trop résumé, là, puis j'ai oublié la fin heureuse. Fait que... mais bref, donc, œuvre de Pierre Corneille, grand dramaturge du 17e siècle, un contemporain de Molière, que j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, toucher un jour à la balado, parce que j'ai beaucoup aimé ses œuvres, ses pièces. Je m'étais dit même que, des fois, puisqu'une pièce de théâtre, c'est quand même court, des fois, de faire une formule double ou triple, là, des fois, ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus de choses à dire sur des œuvres qui probablement pourraient faire l'objet de 3 heures si j'étais étudiant en littérature, mais de par ces limitations-là, font qu'on verra le temps que on arrive à creuser dans le CID. Mais donc, écrit en 1637, intéressant parce qu'il y a eu multiples révisions. Là, je lisais la préface du livre qui est intéressante aussi pour m'aider à comprendre des fois je sais pas si toi... moi, je voulais te dire que je suis jalouse parce que là, j'ai fait le choix de le lire sur mon cellulaire. OK, en mode... Ouais, je l'ai lu en mode... En e-book. Édition gratuite, donc pas besoin de payer, ou d'aller faire une fouille archéologique dans ma bibliothèque en bas, parce que je pense qu'il a déjà été un livre scolaire. Nombreux jeux de société. Ils sont pas mélangés. Bon, donc bref, tout ça pour dire que... Et donc, j'ai choisi une très mauvaise édition avec aucun accompagnement et souvent des erreurs de typographie qui m'énervaient. Donc, ne prenez pas la version gratuite sur livre de Apple. C'est absolument indigeste. Et c'est pas le livre que j'ai dû aller lire, j'ai fait un petit peu de Wikipédia après parce que là, j'avais comme besoin de mettre en contexte, puis je voulais arriver avec un propos intelligent. Mais ceci dit, donc, je te laisse continuer. On remercie Wikipédia de documenter notre balado. Ne faites jamais ça dans vos travaux universitaires, mais pour un balado, c'est pas grave. Non, mais je me suis perdue sur Wikipédia. J'ai trouvé ça formidable. Il y a une controverse autour de cette pièce-là. Ben, en fait, quand il a été publié, ce que je parlais, donc première parution en 1637, il a été révisé multiples reprises par Corneille jusqu'en 1682, là, qui, bon, selon la préface, était considérée l'édition finale, mais celle que j'ai lue, c'est vraiment l'édition de 1637 où on dit vraiment qu'on a peut-être accès à la première version de l'œuvre avec l'intention réelle de Corneille lors de sa rédaction. Puis, en fait, il y avait plusieurs problèmes, problèmes qui avaient été, ou critiques qui avaient été dirigées à l'encontre de Corneille à l'époque. Parce que, bon, le Cid, c'est ce qu'on appelle donc une tragicomédie, un mélange d'une tragédie puis d'une comédie. Puis, ce que je comprends, puis encore une fois, les experts pourront m'envoyer des courriels de haine, mais tragédie, généralement, on va raconter des grandes histoires de l'Antiquité ou des scènes de la Bible. Puis ça va souvent être un grand propos politique qui va être raconté dans l'œuvre. Puis alors que, bon, lorsqu'on est dans les comédies, on est plus souvent dans le contemporain, dans les choses farfelues, un peu romanesques. Puis on va avoir des scènes plus souvent de ménage ou des choses qui se passent un peu dans le privé des gens. Puis c'est un peu une combinaison de ça qu'on a dans le Cid où finalement on a... on part d'une scène de ménage de deux amoureux qui s'aiment, qui vont se marier, puis finalement, on rentre dans une espèce de chose un peu... c'est pas une garantie, puis c'est ce qui a été reproché. On est en Espagne, puis je me rappelle plus dans quelle époque ça se déroule, le roman lui-même. Je sais pas si c'était contemporain ou c'était avant... Je pense Oui, vas-y. Bien, en fait, ce qu'on dit, c'est que... L'invasion des morts, c'était c'est ça, mais Corneille s'est inspiré d'un fait réel qui se serait passé au 11e siècle, là, en 1000 quelque chose. Puis là, je dirais pas ces dates, là. Visiblement, c'est très, très impressionniste dans ma tête. C'est au 3e siècle. non, mais c'est ça. Et donc, Rodrigue, qui est le personnage principal, a existé. Oui, c'est ça. Comme mercenaire. Donc, c'est quand même un personnage qui a frappé l'imaginaire espagnol. Qu'est-ce qui avait tué le père de sa... Ben là, c'est pas ça qui est raconté. C'est plus un héros, c'est plus un mercenaire. C'est quelqu'un qui a aidé à contrer les invasions, mais qui avait beaucoup de pouvoir politique, puis qui a fini par se promener d'un royaume à l'autre, un peu comme, comme âme sauveuse. Donc ça, c'est le personnage historique tel que rapporté. Puis là, après ça, quand tu vas dans Wiki, il y a plein de gens pour dire, c'est mal cité, puis ça pourrait être mieux étoffé. Puis là, il y a des contre-légendes. Donc, comme on n'est pas historien, ni toi ni moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une inspiration d'un personnage qui est Rodrigue, qui a existé, mais
pas de façon aussi noble que définie dans le roman, la pièce de théâtre, le Cid. Peut-être qu'il va y avoir un épisode de Fou à lire de contestation de Suzanne, Suzanne, collaboratrice fréquente, qui va avoir écouté l'épisode, qui va avoir les oreilles qui vont saigner pendant qu'on dit plein de conneries. On dit pas des conneries. Qui va vouloir... on a une histoire, on a des invasions. Dans ce que j'ai lu, il y avait un roi, puis dans le texte, il parle de 2 rois morts. Fait que, je veux dire, on a un phénomène, mais c'est pas tant l'histoire originale qui m'apparaît clé que le fait qu'il y aurait un contemporain qui aurait écrit une histoire similaire à la même époque. Oui. Donc, le personnage espagnol, tout à fait. C'est ça qui, tu sais, et donc, on accuse à demi-mot Pierre Corneille de plagiat. Bien sûr. Mais donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, moi, j'ai aussi fait un petit... Mais il y a ça. Puis, c'est ça. Donc, il y avait une guerre aussi entre la France et l'Espagne au moment de la parution du livre. Puis, c'était alors que le roman se déroule justement en Espagne, qui célèbre un peu la gloire des Espagnols. Il y avait une controverse à ce niveau-là. Puis, je pense que c'était ça. Il y avait certains aussi problèmes de style qui avaient été relevés par d'autres dramaturges, là, puis qui critiquaient finalement, je pense, les mesures. Peut-être justement le nombre de pieds par vers. Il y a probablement des enjeux sur le style d'écriture. Il y avait aussi la question des règles des 3 unités. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais encore là, tu sais, c'est parce que j'essayais d'être intelligente, alors ne pas faire ça. Donc, mais en fait, moi, j'aimerais ça qu'on fasse la paix avec notre syndrome de l'imposteur. 99,999% du monde n'ont pas étudié en littérature. Puis moi, ce que j'aimerais dire, c'est que cette histoire-là, elle est belle à lire. Tout à fait. Elle est bien écrite, elle est facile. Et je pense que si on veut s'introduire au théâtre classique, je pense que c'est une bonne idée. Puis là, je viens de comprendre pourquoi on me l'a présenté en secondaire 2. Mais là, c'est pas parce qu'on a un niveau de secondaire 2, c'est qu'elle est accessible. Mais j'ai trouvé la même chose des œuvres de Molière. Moi, c'est ça que... j'ai commencé les œuvres de Molière en me disant, voyons, je pourrais jamais comprendre ce qui est écrit, tu sais. Puis rapidement, les personnages sont attachants, les scènes sont drôles. Même si ça les décrit au 17e siècle, je trouvais que, même d'un point de vue, je dirais, droit de la personne, féminisme, je trouve Molière était mieux que Corneille, là, en termes de... Les personnages féminins étaient intelligents, c'était pas des... non, c'est ça. C'était pas des nunuches là, qui attendaient... Puis, tu sais, au-delà du génie qui explique que cette œuvre-là passe à travers le temps, je pense que son premier génie... Tu sais, cherchons pas le sens. Disons juste, c'est parce que c'est dans un français accessible qui a survécu à travers le temps. Toi puis moi, on s'est tous les deux amusés à dire « Ah, cette expression-là vient de ce roman-là, de cette pièce de théâtre-là. On va la baptiser comme il faut, mais c'est formidable de dire « Hey, j'ai eu accès à quelque chose qui a passé à travers 400 ans. » Tout à fait. Hey, c'est fort, là. On touche à il y a 400 ans. T'sais, on se demande... on touche à l'universel, hein? Oui, c'est ça. Fait que... les relations filiales, la guerre. La guerre, l'honneur. Peut-être que l'honneur, c'est moins présent, là. Mais on n'a toujours pas fait le résumé de la pièce. Donc, je me lance. C'est parce qu'il y a c'est quand même une histoire avec plusieurs qui serpentent quand même, là, qui zigzaguent, je dirais. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre dans ce que je raconte. Mais... je vais essayer de ne pas t'interrompre, comme je viens de le faire. Mais vas-y. Donc, l'histoire se déroule dans la cour du royaume de Castille, en Espagne. Donc, comme je l'expliquais, on a là l'ouverture sur donc Chimène, là, qui est je dirais le personnage féminin principal qui informe l'auditoire, hein, dans le cas de la pièce, à quel point elle est amoureuse d'un certain Rodrigue, puis qu'elle veut l'avoir comme mari, puis elle se questionne si son père va accepter là, de lui donner, de la donner en mariage à Rodrigue. Bon, déjà, on l'objectifie un peu, mais néanmoins, c'est ce qui se déroule. Puis là, donc, arrive le comte. Le comte raconte justement qu'il accepte là, de donner sa fille. Puis là, dit que bon, il s'en va voir le roi justement pour recevoir un grand honneur parce qu'il lui s'attend à être nommé, là, je sais pas trop. Précepte du prince. Voilà, c'est ça. Donc, précepteur du gouverneur. Prince. C'est pas celui qui enseigne. Là, je pensais que c'était gouverneur, mais c'est pas grave. Bref, il va être en position d'autorité sur le prince, qui est un grand honneur là, pour une personne du royaume. Puis donc, voilà, le comte... Le comte se rend, puis le roi, finalement,
nomme le père de Rodrigue plutôt que lui-même comme gouverneur ou précepte ou whatever du prince, ce qui le rend extrêmement jaloux et en colère. Puis là, donc, suit une scène entre les deux hommes, donc celui qui vient d'être nommé gouverneur, Don Diego, et le comte. Don Diego étant le père de Rodrigue. Et le comte qui est vraiment très arrogant, puis imbu de lui-même, dit à quel point il est bon, puis tout le royaume repose sur sa gloire, parce que lui, il était un grand guerrier qui a combattu des armées, puis dit finalement que Don Diego, lui qui est un homme beaucoup plus âgé... Gouverneur. Je vais juste te donner raison. Pas de souci. Don Diego, qui est beaucoup plus âgé, lui, a plus cette force-là, mais finalement, lui donne un soufflet, donc une gifle, si j'ai bien compris. Ce qui fait que Don Diego le défie en duel et là, se fait désarmer, perd toute sa gloire, puis donc le comte refuse de l'assassiner, en fait de l'achever, en lui disant de toute façon, j'ai même pas de gloire à te tuer, tu vaux rien, puis essentiellement, ça en va en le laissant comme ça. Puis là, donc, bon, scène donc très dramatique, Don Diego retourne à son fils Rodrigue, qui lui est beaucoup plus jeune, à 17 ans. Il lui dit, là, tu dois me venger, tu dois aller tuer le père de Chimène. Puis là, Rodrigue est complètement catastrophé de tout ça. Puis, face à un dilemme impossible. Voilà, il y a donc entre l'amour et son honneur, finalement. C'est ça. Entre l'honneur de son père, mais qui l'a éduqué, la redevabilité envers le père et tout, je ne serais rien sans mon père. Voilà. Donc on sent, c'est un long l'honneur rejaillit sur lui. C'est ça. L'honneur de son père est un peu indissociable de son propre honneur. C'est ça, puis c'est un long monologue pour dire... Voilà. J'aurais pas le choix. Un grand dilemme. Ouais, mais en même temps, un dilemme qui résout assez... En fait, c'est une grande douleur vers laquelle il s'en va, parce que jamais il ne peut faire abstraction de l'honneur. Exact. Puis c'est justement comme ça que la scène se ferme, si ma mémoire est bonne. Il y a comme presque 2-3 pages là, de monologue de la part de Rodrigue, justement sur son désarroi. Finalement, Rodrigue décide d'aller défier le comte. Il est jugé perdant d'emblée. Tout le monde en parle en lui disant il n'y a aucune chance de le vaincre. C'est sûr qu'il va se faire tuer. Et là, donc, arrive la scène de l'affrontement qui est vraiment magnifique. Et c'est là où le comte, encore une fois, le diminue et lui dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le fameux dicton. Donc, j'ai même pas besoin de te tuer. J'ai aucune gloire qui va m'arriver d'avoir eu aucun défi à te tuer. Et donc, finalement, décide néanmoins d'aller en fait, Rodrigue persiste, insiste, puis ils vont finalement se battre à l'extérieur du château et on découvre finalement que Rodrigue réussit à tuer le comte. Donc revient à Chimène directement. Chimène évidemment est bouleversée par la mort de son père. Et là, donc... avec une épée encore ensanglantée. Moi, je l'aurais essuyé, là, mais bon. Voilà. Puis donc... en tout cas, il y a un passage magnifique, là, on pourra lire, mais que c'est comme finalement... mon sang est sur l'épée. Puis là, Rodrigue lui dit, mais... si t'es si fâché que ça, t'as le droit de me tuer, tu sais, j'ai fait que sauver mon honneur, mais t'as le droit de prendre l'épée et de mélanger ton sang au mien. Non, c'est magnifique. Puis, moi, je m'emporte, là. Mais c'est tellement beau. C'est un peu gore aussi, là. Oui, mais s'il y a de quoi de tellement, tu sais, mélange ton sang au mien. C'est tellement intense. Il y a quelque chose d'intense. On est vraiment dans l'intensité. Puis, tu sais, en fait, Rodrigue, là, puis on racontera le reste de l'histoire, mais Rodrigue vient vers sa douce en disant « J'étais condamné. C'était le pire choix que je pouvais faire et toute ta colère est justifiée. Dans la vie... Là, et si je ne l'avais pas tué, je ne t'aurais pas mérité. Donc, j'avais pas le choix de le tuer. Puis là, maintenant que je l'ai tué, je peux pas te mériter non plus parce que maintenant, tu vas vouloir ma mort. Tu sais, te venger. Mais c'est ça, mais cette richesse-là, il s'assume complètement, mais... il présume un peu des émotions de Chimène aussi. Là. Des fois, on pourrait se dire... Mais Chimène a ses émotions aussi parce qu'elle est allée voir le roi, puis je te laisse continuer l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, Chimène refuse de tuer Rodrigue elle-même. Elle dit qu'elle pourrait pas, je sais pas trop, là, elle pourrait pas commettre un tel crime, je sais plus trop. Puis elle dit que c'est plutôt le roi qui doit... je vais te poursuivre en justice, puis on verra ce que le procès donne, quelque chose comme ça. Elle dit que c'est plus au roi d'administrer la justice. Là, puis c'est ce qu'elle demande au roi. Elle demande justice au roi. Puis en fait,
moi, ça a détruit quand même un mythe. Moi, je pensais que les duels, là, les vieux duels. Tu sais, moi, j'ai encore une image de duel. Oui. Je pensais que c'était deux adultes consentants, puis il n'y avait pas justice à demander. Mais c'est pas ça que Chimène demande. Puis c'est un peu cette tension-là qu'on a, où le roi dit ces deux adultes consentants. Hein, tu sais, est-ce que je dois... Tu sais, jusqu'où je dois me prononcer là-dessus? Ben, c'est intéressant parce que... en lisant plus des analyses du livre, puis dans la préface notamment, il y avait ce concept-là, puis là, on divague un peu, mais c'est pas grave. Ce concept-là du système médiéval, en fait, du duel des nobles qui s'affrontent versus un pouvoir étatique central, absolu, royal, qui tranchait, qui administrait la justice. Puis finalement, le livre, le roman, la pièce, pour moi, la pièce... est un peu, finalement, fait la promotion de ce pouvoir-là royal central parce que, ultimement, il y a comme une dénonciation du duel qui a eu lieu sans l'approbation royale, finalement. Mais je suis très contente de l'avoir lu sans avoir lu la préface, postface et tout ce qui vient avec le livre. Mais c'est intéressant, mais le roi, il est très mal à l'aise de se prononcer aussi. Puis il est comme d'accord parce que le comte était un salaud, là, je dirais. L'arrogance du comte, ça faisait pas son affaire. Méritait sa mort, d'une certaine manière. Donc, voilà. Donc, le roi... Le procès commence, ou en tout cas, pas le procès, mais l'argument débute, le débat débute entre Chimène, le roi, puis je pense Don Diego est là, mais je pense que Rodrigue n'est pas là, mais je ne sais plus trop. Et bref, finalement, on interrompt un peu les discussions parce que les morts, les musulmans attaquent le roi va avoir d'autres problèmes. Le royaume, voilà. Mais ça, c'est une belle opportunité, hein, finalement. C'est l'arrivée des morts. Oui. Ben, tu veux dire pour Rodrigue. Gagner son honneur, là? Ou en tout cas, redorer je suis en train de briser ton compte-rendu. Ben non, c'est pas grave. Mais tu sais, le roi est coincé. Le père de Rodrigue a une solution pour aider à la fois Rodrigue à ne pas subir la justice du roi. Tout en tu sais, puis moi, cet espace-là, politique-là, j'ai trouvé ça c'est fort, là, la partie entre comment le père conseille son fils de s'en sortir, tu sais. Parce que c'est ça, au début, le père disait, c'est à moi de mourir, dans le fond, tuez-moi au lieu de tuer mon fils. Puis là, bref, c'est ça, arrive. Je regardais dans mes notes, là, mais j'ai trop de texte pour bien relire ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Je m'étais écrit l'histoire au complet, mais c'est pas important. Là, je t'arrête à chaque fois. Non. Définitivement. Ben non, mais les grandes lignes, mais finalement, c'est ça. Donc, les morts attaquent. Rodrigue se couvre de gloire parce qu'il réussit à mais capturer... En fait, moi, j'aimerais ça dire, c'est que le père dit à son fils, moi, j'ai plein d'alliés dans la ville. Il y a plein de gens qui vont vouloir sauver mon honneur qui sont de mon côté. Fait qu'on comprend que le père de Rodrigue, Don Diego, c'est quand même pas un... Ah non, c'est un grand général. C'est un grand général, c'est quelqu'un qui s'est fait des alliés, puis c'est quelqu'un qui... Et donc, il offre à son fils tous ses supporters en disant, tant qu'à mourir... va défendre le royaume, attaque les morts, tu vas au moins récupérer la guerre, tu sais, la gloire à travers la guerre, parce que la guerre, c'est l'autre façon d'acquérir du pouvoir. Donc, puis moi, je vais avoir plein d'amis avec toi qui vont être contents de défendre en ton nom. Fait que ça s'annonçait pour être pas mal un massacre à la tronçonneuse, même s'il n'y avait pas de tronçonneuse à l'époque. Mais c'est pas ça qui va mais c'est pas ça qui va se passer. Voilà. Et ça, on arrive vraiment dans on a la première, c'est la déclaration d'amour. Le deuxième, c'est le conflit d'honneur. Le troisième, c'est cette gloire naissante qui va tout changer. Puis donc, c'est ça, l'acte, je sais plus quel acte, là, mais commence et finalement, c'est, je pense que je sais plus c'est quel personnage, mais c'est un autre personnage qui fait le récit de la guerre. On la voit pas, du combat, on le voit pas. C'est peut-être Rodrigue qui le fait le récit, mais bref, il y a un personnage qui fait le récit du combat. Et on raconte là, donc que on était alertés d'avance avant que les morts arrivent. On s'est cachés dans le port de manière très discrète. Tous les soldats, et Rodrigue y compris, se sont cachés dans le port. Puis lorsque les morts ont commencé à débarquer, on les a laissés rentrer tranquillement. Puis finalement, on a surgi, puis on s'est mis à les attaquer. Les morts étaient complètement surpris, en déroute au début. Ils s'étaient complètement désorganisés. Finalement, ils se réorganisent, le combat commence. Les Espagnols réussissent à les mettre en déroute et décident finalement, les morts décident de quitter
la ville de manière précipitée en laissant 2 rois dans leur panique. Ils laissent 2 rois en fait, entre les mains des Espagnols, puis Rodrigue les fait on les fait prisonniers et les ramène finalement au roi là, en présent d'une certaine manière. Puis on apprend aussi que les 300 amis initiaux sont devenus 3000, puis oui, il a créé un enthousiasme. Donc on a un leader, là. On a clairement un leader. C'est vrai. Et donc c'est ça, donc revient à la cour, le roi, en fait... je ne sais plus s'il retourne voir Chimène en premier, mais oui, je pense qu'il il retourne voir Chimène. Ils ont un grand débat, puis Chimène hésite, elle veut pas lui partager à quel point elle est amoureuse malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'il ait tué son père. Et particulièrement, elle dit qu'elle est encore plus misérable parce que c'est devenu un héros. C'est devenu un héros, puis qu'elle n'a plus aucun argument pour vouloir sa mort, pour en fait faire juger sa mort. Puis là, donc, ce grand débat-là, Rodrigue accepte encore néanmoins de mourir pour elle. Puis, ils s'en vont finalement à la cour. Le roi concède finalement un procès par combat pour... Tout ça pour ça. Oui, c'est ça. Finalement, on revient au plan A. Là, et finalement, Don Sanche, qui est un autre suiveux là, de la cour, un autre digne là, de la cour, accepte de défendre Chimène en duel, en fait, contre Rodrigue. Et je sais plus trop comment, là, mais finalement, il y a une scène où Chimène est chez elle, puis Don Sanche revient avec une épée. Puis Chimène est persuadée là, que Don Sanche a tué Rodrigue. Et finalement, donc, elle lui exprime à quel point elle est amoureuse de Rodrigue, puis que finalement, elle est complètement dévastée. Puis elle demande même, je pense que c'est la mort de Don Sanche ou de... Non, ça finira plus. Non, c'est vrai, c'est que le gagnant le gagnant du combat était censé avoir la main de Chimène. Donc, oui, elle pense qu'elle doit marier Don Sanche lorsqu'il revient avec l'épée. Puis elle dit, voyons, je ne pourrais jamais t'épouser. Il faut annuler ce mariage-là. Puis là, Don Sanche dit, non. Puis là, c'est comme un peu l'effet comique. Là, mais non. C'est le fameux coup de théâtre. Voilà, c'est ça, exact. Je ne suis pas... En fait, Rodrigue n'est pas mort. J'ai été défié. Je viens t'apporter cette épée pour te montrer ma défaite. Je ne sais plus trop ce qu'il dit. Puis... finalement, donc, il retourne devant le roi, là, tout le monde est content, ils s'aiment, puis là, finalement, un peu ironie du sort, Rodrigue doit partir pour défendre le royaume, et leur mariage qui est annoncé, où les deux sont consentants, est finalement repoussé et n'arrive pas. Fait que c'est un peu comme ça que ça se finit. Puis il y a un personnage qui est l'infante. Oui, dont on n'a pas parlé puis qui est super importante. Qui est la tragédie. La perdante. Oui, mais tout à fait. Donc, la fille du roi. La fille du roi, mais qui une cadette du roi. Là, et donc, parce que c'est ça que ça veut dire infante, il a fallu que je le cherche. Et qui, tout le long, est amoureuse. De Rodrigue. Et Rodrigue est digne de son amour, là, est digne de sa fierté. Pas au début. Au début, elle l'aime, mais elle l'aime de plus en plus. Il n'est pas né, mais ce qui n'est pas né de sang royal, donc il n'est pas digne d'elle. Mais là, en se couvrant de gloire... Mais en fait, c'est ça. Donc, elle est amoureuse de lui, il n'est pas digne d'elle. Elle accepte... En fait, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle a secrètement manigancé pour... que Rodrigue tombe amoureux, parce que ça dit au début qu'il avait dédain de Chimène et que finalement il est devenu amoureux. Je sais pas trop comment elle a fait ça, mais bref. Mais en fait, c'est ça, elle a manipulé Rodrigue en se disant, s'il en aime une autre, je pourrais me débarrasser de ma peine. Leur mariage va être la mort de mon amour pour lui. C'est un peu quelque chose comme ça qu'elle dit, là. Puis lorsqu'elle voit finalement le comte tué, c'est comme s'il y a un nouvel espoir, parce que là, elle a l'impression que leur amour ne survivra pas. Et là, finalement, quand leur mariage est annoncé, il y a cette grande plainte-là que j'aimerais lire peut-être éventuellement, mais qui est finalement, même la mort du père n'aura pas... ou en fait, oui, c'est ça, même la mort du père n'aura pas réussi à les éloigner, et il y a l'amour entre deux ennemis, quelque chose comme ça qu'elle dit. Là, puis c'est vraiment... en fait, c'est très triste pour elle, là, mais en fait... Puis, je serais curieux de t'entendre parce que moi, au début, j'étais sûr qu'elle allait finir par... Je savais pas exactement comment ça allait se finir. Fait que j'étais sûr qu'elle allait finir par trahir ou
Ouais, c'est un tuer personnage. Chimène ou quelque Oui, chose non, comme c'est vrai que ça. c'est un drôle de personnage. En fait, tu sais, je l'ai lu par morceaux. Là. Je l'ai lu Bon. dans le train, quand tu m'en as parlé. Puis après ça, je l'ai lu, je pense, le Ah, soir tu l'avais même. déjà? T'es allé Ben, chercher direct? Ben oui, oui, hein, ben c'est oui, j'ai facile. triché. Hein. Ben oui. J'ai triché, il est gratuit, il est du domaine Parce que moi, il m'a public. coûté 2,50 dans une bibliothèque, dans OK. une librairie. Bon, ben quand même. Puis toi, tu as une édition commentée, fait que ça t'a rendu en plus Intelligent. compétent, tu sais. Oui, c'est bon, compétent. Donc, mais c'est ça. Puis au début, ça commence vraiment comme, tu dis, ça va être un triangle amoureux. Là. Je dis, j'ai déjà vu ça. Je dis, pourquoi je lis ça? Mais pourquoi je me souviens pas que c'est un triangle amoureux? Puis là, moi, j'ai eu comme un rapport avec moi-même, tu sais, en disant secondaire 2, Collège Notre-Dame, plus peut-être secondaire 1, à Montréal. Ah, oui. Okay. Mais c'était peut-être secondaire 1, puis c'était peut-être secondaire 3. Ça reste un flou dans Mon Dieu, ma on tête. lisait pas ça. Nous, on lisait des affaires assez contemporaines, mais pas très bons. Ah non, c'est bien. En tout cas, donc, tu sais, secondaire 2, puis là, tu te dis, c'était pas un triangle amoureux dans ma tête. C'était pas une comédie romantique. C'était pas... Fait que, tu sais, mon premier rapport avec l'enfance, Mamma Mia. là, j'ai fait comme, oh non, c'est pas ça que j'ai envie de lire, tu sais. Puis, tu sais, quand tu dis, tu te souviens pas de ce que tu as lu, c'est vraiment, ça m'a pas marqué. Ben, mon Dieu, ça fait... Oui, mais tu sais, il me semble, tu sais, je me souviens de romans beaucoup plus insipides de ma jeunesse. Chevalier d'Émeraude? Non, ça, non, même pas. Ça serait honteux. Toi, tu l'as lu dans ta jeunesse. Donc, je vais pas là. Mais donc, puis, tu sais, je suis pas sûre que c'était une lecture. Je pense que c'était Amélie, c'est une fille à mon école qui le lisait. Puis, tu sais, je pense que elle était, tu sais, c'était l'intellectuelle là, qui était, tu sais, brillante, belle, intéressante. Fait que je pense que j'y avais volé l'idée de le lire. Là. Je suis même pas sûre que c'est une lecture en classe. Ah, vous lisiez pas tous et toutes la Je même... Je pense pas que c'était œuvre, c'est ça. C'était pas une lecture imposée. Ben, il y avait il fallait lire du théâtre, fallait, tu sais, soit du Corneille, soit du Molière. Tremblay. Ou, mais moi, Michel Tremblay, ça, on pourrait en reparler. Mais donc, tout ça pour dire que, tu sais, mais je me souvenais pas que c'était un triangle amoureux. Puis, tu sais, moi, j'avais retenu l'honneur dessus, là, mais dans le sens que je trouvais que tout le monde se tuait puis qu'il aurait pu régler ça autrement. Là. Oui. Je trouvais, en fait, l'orgueil. C'est pas l'honneur, c'est l'orgueil. Ouais. Ben, surtout du conte, là. Oui, bien, mais tout le monde a un honneur. Tu sais, tout le monde a un honneur. Puis à un moment donné, tu sais... c'est un ressort scénaristique, c'est ça, parce ben qu'on oui. s'entend. Mais donc, c'est ça. Mais quand j'ai lu le livre après ça, mais au début, j'avais l'impression d'un triangle amoureux. Tu sais. Ben oui. Tu sais, puis c'est... Puis donne Sanche, même, fait une espèce de carré. Un carré amoureux, finalement. Mais donc, tu sais, mais le roman commence comme... Pas le roman, la pièce commence comme ça, et je vais me tromper jusqu'à la fin de la balado. Mais c'est ça. Mais il y a des très belles tirades. On croit, tu sais, c'est pas joué, là, nous, on lit, mais on croit à la douleur, au dilemme. Puis en fait, c'est ça, c'est l'histoire du dilemme de plein de monde. La pièce, c'est à propos de dilemme. L'infante, tu sais, je le mérite pas, mais je l'aime, puis tu sais, qui essaie de s'en débarrasser. Chimène qui aime, mais qui doit respecter son père. Le comte, avec, tu sais, puis le père lui donne dire, qui est rendu un vieux, tu sais, il dit, j'ai l'âge, là. Puis, la vieillesse dans cette pièce-là est écrite de façon tellement souffrante, là. On pourra sortir nos... Mais tu sens que lui, le poids des âges, là, il est malheureux, tu sais. Ben, puis, il est décrit comme très faible, finalement. C'est ça, il n'est pas capable de soulever son épée. Là. Tu l'as vu tomber. Là. Mais donc, tu sais, c'est le dilemme du père aussi, d'une gloire ancienne. Le roi, tu sais, quelle justice j'applique avant, après... Tu sais, après le héros, tu sais, le héros de Rodrigue qui s'en va au suicide. Lui, tout ce qu'il veut, c'est mourir parce qu'il n'aime pas ça être coincé, tu sais. Ça marche pas, tu sais. Tu sais, il réussit à... Tout à fait. Ben oui, il se met dans des situations où il aurait dû être... qui était perdu. En fait. Puis encore, c'est une question d'honneur, parce qu'il a dit qu'il aimait, fait qu'il faut qu'il respecte son honneur. Mais tu sais, je veux dire, il aurait pu mourir 14 fois là, dans l'histoire, à chaque fois. Ben 3 fois, en fait. Là, mais mettons qu'il y avait plusieurs morts contre lui, donc plusieurs fois. Mais à chaque fois, on est dans ces dilemmes qui n'en finissent plus. Okay? Puis ils sont coincés là-dedans. Mais c'est bien écrit. Des longues discussions, tu sais, de dire à quel point mon honneur, mon amour, mon honneur, mon amour, mon honneur, mon amour. C'est comme... C'est au moins presque le tiers de la pièce de juste de c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah oui, ça, c'est tout. Mais ça reste... Mais c'est magnifique. Mais moi, c'est ça. Puis les images aussi qui sont utilisées c'est clair. On sent les... Tu sais, le texte est bien écrit. Il se porte lui-même. Tu sais, moi, j'ai déjà lu des textes de pièces de théâtre en me disant j'ai hâte de voir comment c'est traduit en théâtre. Puis là, à dire ouf, le metteur en scène, il était vraiment génial, tu sais.
Mais là, dans ce cas-ci, ça se porte tout seul. Puis je pense que c'est ça qui fait un classique. C'est quelque chose qu'on peut lire, Ben oui, qu'on peut voir. avec autant de plaisir. Puis c'est ça. Ah non, il y a toutes sortes de choses. Mais tu vois, moi, c'est ça, je m'imaginais comment c'est joué, parce que c'est tellement musical quand on lit. Nanana, 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 nanana. Puis là, je me dis, mon Dieu, ça fait pas des conversations très naturelles, tu sais. Ben, le théâtre, il est souvent déclamé, là. On peut pas Ouais. dire que le théâtre classique est joué comme toi puis moi, on J'ai jase. j'ai jamais vu une pièce classique jouée, je pense. Moi, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis j'en ai vu des très mauvaises, puis j'en ai vu où on passe par-dessus le texte. Quand c'est très, très bien joué, on sent pas qu'on est dans la déclat. Ouais. Mais tu sais, j'ai vu... on était quand j'ai fait une année en France, soyez admiratifs tous, une année à Paris, puis j'ai vu la comédie française, puis tu sais, j'ai vu des pièces où je me suis dit, mais bon Dieu, tu sais, je veux dire, je vais dormir, là, tu sais, interprété, mais volontairement, de façon monocorde, avec un ton. Puis là, tu te dis... Presque comme si c'était lu. c'est ça, là, j'ai fait, non, je vais pas là, mais, tu sais, ça peut être bien, mais voilà, mais tout ça pour dire... que tous ces dilemmes-là qui sont partagés, mais c'est très bien imagé. Moi, j'ai vu le sang couler sur l'épée. Ah! Tu sais, quand il revient voir sa chimène, là, avec le sang, puis chimène, elle fait « arc ». Bon, elle fait pas « arc », là. Elle est beaucoup plus digne que mon vocabulaire. Elle est plus éloquente que oui, mais en fait, j'ai trouvé ça très accessible. Bref. Comment t'as trouvé Chimène comme personnage féminin, puis évidemment c'est une lecture très anachronique que je propose, là, mais une analyse très anachronique, mais je me demande juste d'un côté féminisme. Je la trouvais un peu. Mais elle a les mêmes codes que les hommes. Elle a le même code d'honneur. C'est sûr que, tu sais, Chimène, c'est l'alter ego. C'est Diego. Tu sais, les deux peuvent pas s'affronter. Les deux peuvent pas aller au combat. Il y en a un, c'est à cause de l'âge. L'autre, c'est à cause du sexe, de son genre. Ou un sexe ou genre, oui, excuse-moi. Dans ce cas-là, c'est pas mal congruent. À l'époque, c'était congruent. Oui, c'est ça. Puis, mais donc, les deux sont incapables de défendre encore en raison des codes sociaux. Ben, il y en a un... elle passe par le roi alors que mais elle a lui, du pouvoir. Il passe par son fils. Oui, mais elle a du pouvoir. Elle est capable d'aller rencontrer le roi. Elle est capable de se défendre. Elle est capable elle n'est pas capable d'aller au combat. Mais je trouve qu'elle est présentée des fois comme... dans le fond, comment dire... Elle cache ses émotions. Moi, j'ai pas lu ça comme ça. Non, mais elle veut pas montrer son amour. C'est un peu ça qui lui est reproché. Non, mais l'amour est évident, puis c'est dit à chacune de ses rencontres. Mais il y a une réserve. Il y a une réserve parce que elle a une première réserve en le sens que si mon père se choisit pas Rodrigue, je vais souffrir longtemps. Fait que, il y a une première... elle n'a pas beaucoup de choix dans la vie. Non, là. c'est ça. Ça, c'en est un. C'est malheureux. Choisir qui elle peut aimer, c'est un choix. Mais est-ce que c'est dénoncé? Ou est-ce que l'auteur l'endosse? C'est un peu... Parce que j'ai trouvé que les personnages féminins de Molière avaient souvent plus d'agentivité que Chimène dans... Oui, mais en fait, c'est pas elle, c'est pas elle l'héroïne. Non. C'est ça, Alors que je pense à Le Tartuffe, qui est une pièce, puis il y a une servante qui s'appelle Dorine, qui manigance, qui manipule tout le monde, mais positivement, qui est intelligente, qui relève, qui va aller soulever là, un peu les travers du Tartuffe, justement, qui est un peu un fourvoyeur. Oui, moi je la vois pas. Je la vois pas passive. Il y a des codes dans lesquels elle s'inscrit. Puis moi, je les connais pas, les codes. Évidemment. Okay? On n'a pas vécu à cette époque. Non, je les connais pas. Mais elle a assez de pouvoir pour aller convaincre le roi. Elle a assez de pouvoir pour que le roi lui accorde une crédibilité en disant « Elle a raison. Je suis coincée. » Je pense que son argument est tout à fait valide. Le roi... Mais au début, il rit d'elle un peu, quand même. Pas longtemps. Puis, c'est plus sa dynamique avec la cour. Moi, j'ai pas senti... non, elle se défend très bien. Elle est aussi coincée dans ses choix amoureux. Elle aussi doit... En fait, tantôt, je dis l'honneur, l'orgueil, l'espèce de je me suis engagée là-dedans, donc je dois aussi respecter mes engagements.
Mais elle porte le deuil, elle le répète. On voit qu'elle est habillée je sais pas comment on portait le deuil à l'époque, mais c'est dit dans la pièce, c'est écrit. Voilée ou je sais pas trop. Là. Non, mais tu sais, donc elle respecte son deuil. Donc moi, j'ai trouvé qu'elle essayait, elle aussi, de faire partie des codes. Ben, elle essaye pas, elle fait partie des codes de l'époque et elle les défend. L'infante est plus, à mon sens, l'infante est beaucoup plus passive dans tout ça, là, tu sais. C'est drôle, moi je la voyais justement comme je fais tout ce que je peux pour les ramener ensemble et oui, mais c'est contribue un amour impossible. Ben, on reste, mais tu sais, on reste dans les sentiments superficiels, là, dans le sens, ils n'ont rien pour se prouver qu'ils s'aiment. Là. Je veux dire, ça, tu sais, quand on dit la tragico-comédie, mais tu sais, je veux dire, l'amour au premier regard, là. Mais ça se construit, c'est qu'en fait, tu sais, ils ont fait un choix, puis plus la pièce avance, plus le choix est justifié. C'est un grand homme, c'est un grand soldat, c'est un grand vaillant. Donc, mais, tu sais, sur quelle base ils s'aiment? Il n'y a pas personne qui me l'a expliqué dans le roman, là. Dans le roman, dans la pièce, là, je veux dire, dans la pièce. Puis ben, c'est intéressant parce que dans les lectures, justement, je faisais par rapport à la préface, il y avait beaucoup une opposition aussi entre l'amour courtois qui commençait à émerger, j'imagine, à cette époque-là. Je ne connais pas exactement le moment de l'émergence, mais finalement, où entre les jeunes et les vieilles générations, il y a vraiment un schisme, je peux dire, entre la perception de l'amour, alors que au moment où Rodrigue se fait annoncer que c'est le père, que le comte a insulté son père, là, Rodrigue dit, mais là, voyons, c'est Chimène, je suis amoureux d'elle. Puis son père, il dit, mais voyons, on peut avoir plein de maîtresses, mais l'honneur, lui, ne peut jamais être sauvé. Tu vas en aimer d'autres. En fait, c'est ce qu'il lui dit. Tu en aimeras d'autres. Ben oui, c'est ça. Il va se passer d'autres choses. Ton honneur, t'en as juste un, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une dévalorisation de l'amour puis une perception que l'amour n'est pas important, alors que finalement, dans les jeunes générations, là, l'amour, puis la passion, c'est tellement important. Puis là, on s'écrit des lettres, puis on se dit à quel point on s'aime. Puis il y a vraiment cette distinction-là entre les générations dans le livre. Dans leur relation à l'amour. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord, mais moi, j'ai pas beaucoup de lecture. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'interprétation de lecture féministe quand je lis, parce que de filtre féministe, parce que je pense que ça devient complexe de réinterpréter. Tout à fait. Tu sais, il y a quelque chose que je me refuse à faire, là, de réinterpréter les rapports sociaux d'une autre époque que je ne connais pas. Tu sais. Fait que là, mais je pense que ça, c'est le propre d'un metteur en scène, de dire, OK, moi, je vais la faire, cette interprétation-là, ou moi, je vais l'offrir. Puis je pense que dans cette pièce-là, qui n'est pas très longue, offre très, très bien la place de dire, est-ce que j'en fais une relecture féminine? Je pense que je trouve que le théâtre va là en ce moment. Le théâtre se permet ces relectures-là. Mais moi, je l'ai lu en naïve. J'ai même pas lu ta préface. Mais je me dis... T'as lu Wikipédia. Oui, mais après... Non, mais c'est parce que... J'ai lu Wikipédia. Pourquoi j'ai lu Wikipédia? Ah oui, parce que je me disais, la Castive, c'est-tu CV? Le fait, tu sais, je me suis posé des questions. En fait, je me suis vraiment perdue dans le sens de dire, est-ce que ça existait? Est-ce que ça se peut? C'était quoi l'histoire? Puis, tu sais, les Africains, c'était qui? Puis quoi? Puis, tu sais, je pense que c'est pas j'ai pas voulu chercher à expliquer le roman. J'avais vraiment envie de venir naïf. C'est bien correct. Puis de me dire de ne pas prétendre... Parce que si j'essaie de m'aventurer dans le chemin de la littérature, tu comprends que je manque d'expérience. On va se faire lapider par les étudiants et puis les professeurs, les docteurs. Oui, c'est ça. Fait que je voulais rester naïve, mais je voulais comme l'ancrer dans une histoire. Je voulais comprendre. Tu sais, des fois, on se pose des questions niaiseuses. Tu sais, ça marchait comment à l'époque? Puis, tu sais, on les voit toujours là, mais on voit jamais le quotidien, comment ça se passe. Fait que je pense que c'est plus cette curiosité-là qui m'a amenée vers Wiki. Fait que je pense que je voulais comprendre la guerre des morts, la Castille, tu sais, où est-ce que c'est... Puis c'est dans cette optique-là que j'ai été curieuse d'ancrer le roman dans le temps, parce que moi, ma version vraiment, vraiment minimale, c'est poche. Ben oui, tu sais, puis avec des erreurs, des coquilles. On sait-tu l'édition de quelle année? Hey, j'ai regardé ça pendant qu'on se parlait, là, puis je me suis dit, hey, je savais même pas qu'il y avait des rééditions. Même pas lu la même pièce, finalement. Alors, ça dit rien. Rien. Fait que, non, à la fin, attends, ça dit... je sais, je vais aller à la dernière page. La dernière page. Alors, il n'y a rien, ça dit rien. Bon.
Fait que j'ai domaine public, c'est une couverture bleue, 3 gars, c'est vraiment... Ben oui, j'ai déjà lu des livres sur... Fait que, oui, non, mais je pense qu'on vient iBooks. à tout le monde de valoriser le Acheter des livres. éditer. Oui. Parce que c'est intéressant. l'éditeur t'accompagne. Puis oui, il y avait des notes aussi pour des fois certains mots, le sens de l'époque en Comme comparaison l'hymen, avec le là, sens. genre l'hymen. Oui, l'hymen Ben en moi, mariage. mais ça, je t'allais fouiller. Ben là. oui. Est-ce qu'on parle de sa vulve en ce moment? Tu sais, ou Je l'aurais pas nommé. Non, l'hymen, comme l'amour. Bien sûr, un mariage, en fait. Oui, c'est ça. Un hymen, c'est un mariage. Mais il y avait certains autres mots, tu sais, où, par exemple, le mot tout, T-O-U-S ou T, en fait, le mot T-O-U-T n'existait pas à l'époque, puis on utilisait T-O-U-S à toutes les sauces. Donc, bref, c'est le genre de choses où, des fois, on voit, c'est mal écrit. C'est écrit à l'époque, comme l'époque. Mort, qui est écrit avec un O au lieu de M-A-U-R-E. Comme aujourd'hui. Ah, moi, il était écrit correctement. Il était écrit comme des morts, M-A-U-R-E-S. Fait que tu vois, mon édition, c'est vraiment de la chenoute, là. Puis moi, j'ai pas relevé ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu veux? Mon Dieu, c'est pas grave, là, c'est quand même la même œuvre. Mais par contre, vraiment... Oui, mais moi, ça me déçoit de savoir qu'il l'a travaillé pendant 50 ans. Puis que moi, j'ai lu quelque chose sans savoir que ça avait été retravaillé pendant... la première édition. Moi, j'ai la première. Parce ça, que le retravail, en fait, c'est intéressant. Le retravail, c'est que au début, c'était une tragicomédie, puis il y avait vraiment un mouvement très fort vers les tragédies à l'époque. Puis la dernière œuvre en sous-titre, c'est seulement tragédie. Donc, il y a vraiment, il paraît qu'il y a, en fait, selon ce que je disais, là, plusieurs centaines de vers qui ont été retravaillés. Donc, je ne sais même pas comment l'histoire se termine. En fait, comment l'histoire change dans l'édition de 1682, qui est la dernière. Mais j'imagine qu'au nombre de vers qui ont changé, ça devait être quand même conséquent comme modification. Ben c'est ça, mais moi, je ne sais pas. Fait que là, je suis tu comme veux déçue. dire, ce que toi, t'as lu. Je suis comme déçue. Ouais. Mais en tout cas, en il n'y a même pas de date, il n'y a pas de maison, ça dit juste licence domaine public. Bon, je sais que les morts sont écrits comme il faut, mais ouais. Bon, c'est pas grave. Mais je reviens à ce que tu parlais du féminisme, par contre, parce que c'est intéressant ce que tu dis, que de ne pas s'aventurer. Moi c'est plutôt l'inverse. Je me dis, est-ce que je comprends bien comment... Est-ce que... Parce que vraiment, j'ai approché, par exemple, Molière, qui est une des premières... en fait, quand j'ai recommencé à lire pour vrai, c'était l'an dernier, au début, quand j'ai eu l'idée de ce podcast-là. Puis... j'ai lu Molière en me disant, hey, c'est sûr que les femmes vont être toutes des cruches, tu sais, puis c'est là que j'étais arrivé, puis là j'ai fait, mon Dieu, non, tu sais, finalement, et c'est ce qui m'a amené à me dire, est-ce que j'ai une vision complètement biaisée de ce que le passé Mais était, je pense que oui. T'sais. Je pense que oui, parce que je me souviens, jusqu'au 17e siècle, les femmes avaient accès à l'érudition. Il n'y avait pas accès à la religion, mais il y avait accès à l'érudition. Il y avait, au début, quand il y a eu l'émergence, juste même jusqu'au 18e siècle, là, mais là, c'était... je me souviens dans mes cours d'épistémologie au doctorat. Oh boy. On nous montrait à quel point la science, elle était féminine. Il y avait des femmes qui faisaient des démonstrations. Il y avait la science spectacle. Tu sais, la science contribuait à animer les foules. Puis il y avait des femmes célèbres. Il y avait un discours. Mais l'histoire a effacé. Ouais. A effacé systématiquement. Fait que moi, je trouve que... C'est pour ça que je fais... Tu sais, ben là, tu sais, encore là, dans un contexte, c'est quoi l'histoire féministe avant le siècle des Lumières, puis comment les femmes étaient traitées. J'en ai aucune idée, mais l'impression... On a le droit de sacrer à foualler. Non, mais je veux pas sacrer, j'ai juste pas d'idée. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu erres dans ton incompétence, à un moment donné, tu fais juste vouloir te censurer. Bon. Mais on n'est pas le pire, des podcasts. Mais ce que je comprends, c'est que... j'ai l'impression qu'on ne connaît pas la liberté, puis on ne connaît pas quand est-ce qu'est arrivé le révisionnisme. Pas probable. Puis moi, je pense qu'il y a eu un révisionnisme très fort. On a éliminé, tu veux dire, toutes les productions féminines ou l'histoire, puis dans la science. Puis c'est sûr qu'il y avait des rapports de pouvoir. C'est les hommes qui allaient à la guerre, mais il y avait des femmes qui allaient à la guerre. Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Mais je ne sais pas jusqu'où il n'y a pas eu du révisionnisme. Je sais, probablement qu'elles n'allaient pas à la guerre tant que ça. Probablement qu'elles n'avaient pas tant de latitude que ça. C'était des monnaies d'échange. C'était, dans la noblesse, là, c'était des monnaies de conquête, des monnaies d'échange. Ça, on le sait. Moi, j'avais lu, en Afrique, j'avais lu l'histoire de Blanche, qui était une reine de l'époque au 11e siècle. Mais elle avait... Tu l'as lu pendant que tu étais en Afrique? Oui, mais c'était... Okay.
c'était le seul roman que j'avais trouvé sur place. Fait que j'avais lu ce roman-là, qui est un roman historique. OK. Puis j'avais été extrêmement fascinée par cette reine-là, qui avait du pouvoir, qui avait de l'ascendant. Puis, deux choses j'avais réalisé. Pour moi, j'avais appris que, tu sais, avant le Moyen-Âge, c'était, tu sais, c'était l'ère tu sais, des barbares, là. Puis moi, dans ma tête, les barbares, il n'y avait plus rien, puis il n'y avait plus de château. Puis, tu sais, c'est barbare selon les personnes qui ont écrit l'histoire. Hein? Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, j'avais l'impression que c'est le Moyen-Âge, mais le premier Moyen-Âge, là. Ouais. Tu sais, après... En fait, dans ma tête... Après la chute de l'Empire romain, c'est ça. Ouais. Entre 600 ans après Jésus-Christ, puis... 467, bon, OK, mais il y a Constantinople, puis il y a eu tout ça. Oui, OK, entre les fonds... Et là, ça va pas bien. Là, on va pas juste avoir les professionnels de la littérature qui vont nous... les historiens aussi. Les historiens aussi. On est en train de se mettre à dos tous les corps de profession. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'entre la chute de l'Empire romain et l'émergence des grands rois français et anglais, c'était juste, tu avais ta mansarde dans le champ. Okay? Moi, j'étais restée, je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'a appris ça, mais je pense que c'est une présentation du Moyen-Âge probablement erronée que plusieurs d'entre nous, tu sais, on appelait ça le Dark Ages. C'est ça, c'est... Mais bref, puis on a une connotation très péjorative du Moyen-Âge. Moyen-âgeux, c'est moyen... C'est ça, ces années-là, il se passait rien. Puis quand j'avais lu le roman de Blanche, pas le roman, le roman historique, j'avais fait comme OK, il s'est passé des affaires, puis il se battait. Puis, tu sais, dans le fond, c'était juste que c'était très fractionné. Il n'y avait pas ces grands pays, il y avait pas... mais il y avait des seigneurs qui s'affrontaient. Des seigneurs, mais il y avait une organisation sociale extrêmement structurée, avec des rapports de pouvoir. En tout cas, moi, ça m'avait fasciné, puis j'avais comme fait, OK, il y a eu des femmes dans l'histoire, puis, tu sais, bon. Intéressant. En tout cas, fait que ça, c'était cette grande discrétion pour dire à tout le monde que non seulement je suis allée à Paris, mais en Afrique. Ton empreinte carbone, Isabelle. C'est clair. Mais encore là, ne fais pas de révisionnisme avec moi, on n'en parlait pas. Oui, non, mais donc, tout ça pour dire que je suis très prudente dans l'interprétation. Moi, je trouve que c'est plus l'infante qui est passive là-dedans puis qui est pas sincère, ou qui est trop sincère. Mais qui au moins a eu des fins... n'a pas essayé de briser l'amour. Oui, mais c'est un peu immature de dire je l'aime, fait que je vais l'envoyer dans le bras de l'autre, puis comme ça va m'enlever ma douleur. Là. Ça, mais... Oui, mais elle est pas digne... En fait, Lily n'était pas digne de lui d'un point de vue de naissance. Oui, mais tu l'acceptes, ça s'arrête là. Je veux dire, tu sais, c'est pas le fait de l'envoyer vers l'autre que ça va changer tes sentiments. Je veux dire, pour moi, l'infante est par moments... Mais elle n'a pas servi à grand-chose, finalement, dans l'histoire. Moi, je pense qu'elle avait un rôle narratif. Ouais. Elle avait le rôle de placer cet amour-là, de placer son importance. Ouais. Mais honnêtement, entre toi et moi, je veux dire, c'est pas de même que tu contrôles tes sentiments. Je veux dire, sors dehors, va voir d'autres mondes, rencontre des gens, ou accepte ton destin. Là, mais je veux dire, ton cousin, c'est ça. À l'époque. Là. Accepte ton destin. Mais donc, ça, donc c'est ça. Puis, tu sais, l'honneur à tout prix, je pense que dans cette pièce-là, c'est voué au rang de la valeur suprême. Là, ouais. Puis moi, c'est plus ça qui m'a interpellée, c'est les codes de conduite, les codes de valeur, les codes de... Il faut que la société, elle s'organise, puis là, on se fait des codes de conduite, on se fait... tu as été loyal à un général, tu vas être loyal à son fils. Ouais. On est dans des codes. Mm-hmm. Et les codes sont nombreux, les obligations, mais c'est ça qui organise la société. Et c'est ça, tu sais, et tout le monde est un peu coincé dans le code de valeur, là. Mais, ben oui, c'est ça l'histoire. Ben c'est ça, mais sauf que c'est fort, c'est puissant, tout est là, la redevance à son père, c'est mon père qui m'a fait. Le père c'est la redevance aux deux pères, parce qu'elle, la raison pourquoi elle veut tuer Roderick, c'est parce que puis, son honneur. Là, tantôt, je l'appelais le précepteur du prince, parce que Diègue va donner des leçons au prince, mais c'est le gouverneur du prince. Mais en tout cas, on pourrait s'entendre sur Mais encore là, c'est encore ça, c'est moi, j'ai de quoi enseigner au prince qui a de la valeur. J'ai mon code de valeur, ma façon dont j'ai mené mes batailles, ce que j'ai enseigné, c'est pas ma jeunesse qui me permet d'accéder au prince, c'est le fait que j'ai été dans ces codes. Il n'y a pas un paragraphe qui n'est pas en lien avec des codes. Il y a plein de codes, puis
on connaît pas l'époque, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on sait pas Bien sûr. on sait pas si Corneille voulait enseigner à la société de, c'est important les codes, de regarder comment ça, je sais pas c'est quoi, c'était, comme je te dis, moi je suis naïve dans la lecture, mais c'est clair que les valeurs sont importantes, puis c'est ça qui dicte les relations entre les gens, t'sais. Puis, ben, comme je mentionnais, c'est ça, certains analystes mentionnaient plutôt la concentration du pouvoir royal, puis le changement de dynamique de pouvoir. Ce rejet-là, finalement, du système fédéral des duels versus un procès qui est administré de manière centrale par le roi. Mais un roi qui est coincé parce qu'il doit pas, je veux dire, il faut aussi, lui, qui respecte les ben, codes. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression que tout le monde marche sur des œufs. Ben oui, tout à fait. Ça ferait pas une bonne histoire, sinon. Ah ben non, mais moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est sublime, là. C'est comparé au dernier épisode que j'ai enregistré. C'est sublime. Parce que c'est drôle, fun fact, quelque chose que j'ai oublié de dire lors de l'épisode sur les Chevaliers d'Émeraude, si j'ai le courage de le publier. J'avais fait un compteur du mot arc que j'ai écrit en marge du livre. À chaque fois que je voyais un passage que je trouvais vraiment dégueulasse, j'écrivais arc. Puis alors que dans le CID, j'ai un compteur de wow. Oui, il y a plein de choses. J'ai écrit wow plein de fois. Mais moi, j'ai pas, je l'ai pas fait parce que j'avais peur de pas être compétente dans l'analyse littéraire. J'ai pas été, je me suis retenue. J'avais hâte de t'en parler. Plein de belles observations. Mais oui, mais c'est juste pour dire que tout le monde est capable de faire des belles observations sans faire de zèle. Mais moi, je me suis amusée. Rodrigue, as-tu du cœur? On l'entend partout, cette phrase-là. Tu sais, Rodrigue, as-tu du cœur? Moi, il me semble que c'est une citation de théâtre, une citation d'audition. Avoir le cœur de faire Rodrigue, as-tu du cœur? Alors, moi, ça m'a marqué. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur. Oh. Bon, OK. Voilà. Mais moi, j'avais des longs passages, mais là, Ah non, mais trop passages, non, mais c'est trop long à lire, là. Mais tu avais en fait, c'est ce qui est dur dans cette œuvre-là, c'est que tout est beau. C'est ça qui est... De choisir des passages... Je sais pas si c'est beau, mais facile à lire, simple, porteur. Tu trouvais pas ça beau? Moi, je trouvais ça magnifique, pour vrai. Non? Le style, comment les phrases tombent, la rythmique, Oui, mais toi, c'est le poète. C'est le poète en toi. Moi, j'ai zéro ça en moi. Fait que moi, j'ai juste apprécié lire l'histoire. J'ai dit, c'est jamais lourd. On s'endort jamais. Je le lis avant de me coucher, fait que je mets un peu là ici, mais je veux dire, ça se lit bien. On est content d'avoir lu. Chaque scénette a chaque scénette porte son sens. Fait que moi, le poète en toi... Puis moi, j'ai fait comme c'est drôle, je sens pas qu'il y a de la poésie. Moi, non, mais c'est mon contre-argument. Ben oui, hein. Excuse-moi. Non, mais mon Dieu, je suis pas insulté, mais moi, c'était... Je suis comme, mon Dieu, c'est juste un long poème de 150 pages. Mais ça paraît pas. C'est tout le génie. Ben oui, c'est ça. C'est ça, tu sais. Tu sens pas que en fait, aucune rime n'est forcée. Ça m'a pris du temps. Ça doit être dur à écrire, là. De toujours trouver le bon mot, la bonne structure de phrase. Puis je sais pas comment... S'il écrivait ça... J'imagine qu'il écrivait pas ça d'un seul coup, là. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est qu'il n'y a pas de mots que tu as l'impression qu'ils viennent là juste parce que ça rime. Il fallait qu'il cherche le mot pour faire rimer, là. Ouais, mais jamais. Puis probablement que ces petites... En fait, je pense que c'est cette œuvre-là, puis encore là, on s'excuse pour tous ceux qui la connaissent ou qui l'ont étudiée, c'est que c'est pas les rimes, c'est l'histoire qui est le vecteur, puis la rime est en soutien, probablement pour faciliter l'apprentissage du texte, ou il y avait peut-être des procédés où peut-être qu'on n'écrivait pas autrement que... Mais il y a... En fait, le texte se porte en lui-même et jamais j'ai l'impression que la rime est forcée. Alors que, j'avais déjà lu Cyrano de Bergerac, puis dans Cyrano, des fois, tu dis, des fois, il y avait dans Cyrano qui est aussi exceptionnel, puis ça a été très bien joué, puis on s'en rend pas compte à un moment donné que c'est... Mais des fois, j'avais fait, celui-là, puis même qui... Donc, j'ai dit celle-là, ça m'est arrivé quelques reprises dans l'œuvre, mais je peux pas dire ça aussi, c'est dans l'ordre du génie. Marie de Balzac, et là, je dis n'importe quoi. Non. Là, non, va pas là. Non, mais moi, j'ai commencé ce podcast-là parce que je voulais me mettre à lire. Fait qu'on va faire une gentille recherche, mais ça se peut que je dise plein de conneries dans mes épisodes. Cyrano. Non, c'est... voyons...
Ah, non, en tout cas, c'est pas grave. Rostand? Oui, Edmond Rostand. Mon Dieu, hey, je suis désolé pour... Non, mais c'est correct, merci. Mais tu sais, moi, je me suis souvenu de son prénom. Ouais. Tu vois, j'ai fini par Mais ça, c'est le genre de connexion qu'on n'a plus dans notre cerveau. Tu comprends qu'on a mis autre chose dans notre cerveau depuis ces années. Mais donc, il y a quelque chose dans la douceur, dans la facilité, dans l'aisance, dans la théâtralité aussi de la pièce. Elle est visuelle. Tu sais, on voit les gens. On ne sait pas trop où ils se positionnent sur la scène, mais c'est clair qu'on les voit. C'est clair, tu sais. Puis, pour ceux qui liraient le texte, il y a des personnages qui sont poteaux, dans le sens qu'ils n'ont aucune réplique dans la scène, mais qui sont indiqués comme faisant partie de la scène. Donc, on voit le lien d'une scène à l'autre, on comprend ce qui se passe. Fait que... Moi, il y a une scène que j'aimerais lire, c'est très, très, très bref. bref. C'est très bref, puis c'est une des scènes où je la lis, puis je suis capable de me l'imaginer. Comme j'ai le théâtre qui joue dans ma tête pendant que je l'imagine, c'est le moment où Don Diego annonce à Rodrigue que il s'est fait insulter par son père et que donc l'honneur devra être donc voilà, je vous épargne le début là, mais bref, il y a comme un espèce de long le père de Rodrigue tourne autour du pot, puis là finalement Rodrigue lui dit son nom, c'est perdre temps en propos superflus. Puis là Don Diego répond: donc pour te dire encore quelque chose de plus que brave soldat, plus que grand capitaine, c'est de grâce achevé, le père de Chimène. Pam, pam, pam. Mais le père le sait, là. Ben oui, c'est ça. Ne réplique point, je connais ton amour, mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Puis là, c'est ça, tu sais, l'espèce de rythmique que je disais, mon Dieu, je sais pas comment ça sonne, tu sais, sur scène, mais plus l'offensé est cher et plus grande est l'offense. Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront et tu tiens la vengeance. Je ne dis plus rien. Venge-toi, venge-moi, venge-toi. Montre-toi digne fils d'un tel... Montre-toi, oui, digne fils d'un tel père que moi, accablé des malheurs où le destin me range. Je m'en vais les pleurer. Va, cours, vole et nous venge. C'est magnifique, là. C'est vrai que c'est magnifique. Puis en passant, tu sais, la relation entre Chimène et Rodrigue, elle est approuvée par les deux pères. Hein? Oui. Jusqu'à ce que l'autre se fasse tuer. Non, mais avant qu'il le gifle, oui. Tu sais, oui, il disait « Hey, c'est une bonne idée, nos enfants. » tu sais. C'est ça. Exact. En tout cas, donc le père comprend tout à fait. En fait, tu sais, il n'y a rien qui est écrit pour rien dans cette histoire-là. La partie où les deux pères approuvent l'union amène toute la douleur du père qui va demander vengeance après via son fils. Ça vient de s'effondrer devant eux. Hein? Mais c'est ça. Mais non, mais le père est conscient, là. Tu sais, tout le monde, tu sais, il se réjouissait quasiment que ça allait bien aller, là, et toi, puis moi, chum. Mais malheureusement, t'as trop d'ego et ça va mal finir. Ouais. Mais, donc, le père, il est sensible à son fils aussi. Moi, je trouve que l'amour filial, il est sincère ici. Oui, c'est une question d'honneur, puis là, c'est grandiloquent, mais... En même temps, Rodrigue n'a pas vraiment son mot à dire. Son père lui impose pas mal tout, là. Oui, mais... Oh. L'invalide un peu, il dit « Ah, les maîtresses, dans le fond, ton amour pour Chimène, calme-toi. Tu va juste tuer son... » Oui, mais ça, c'est l'excuse, mais il avait quand même approuvé... Tu sais, il a quand même fait la tirade que tu viens de nous lire, là, tu sais, en disant... Oui, mais en même temps, c'est ça, mais c'est l'amour... Il essaie de dire « Tu vas t'en remettre », tu sais. Ben voilà, c'est ça, tu sais, l'amour importe peu, mon honneur est plus important, tu sais... C'est ça, tu sais, je ne te dis plus rien, venge-moi, venge-toi, tu sais, montre-toi digne, ultimement, peu importe ton amour, venge-moi finalement, c'est un peu ça qui... Donc, j'espère qu'on a donné le goût de lire C'est incroyable. Ben, en fait, j'assume toujours que les gens l'ont lu, mais j'imagine que plusieurs auditeurs, auditrices, c'est pour ça que je fais des résumés bien trop longs, j'imagine que certaines personnes... Oui, mais tu vas le punch. Ben oui, ben là, à un moment donné... Bon, c'est pour ça, moi, j'assume toujours que les gens l'ont lu. Okay. Mais en même temps, c'est parce que je vends le punch pour ceux et celles qui n'ont pas envie de le lire, puis c'est pour ça que je fais des résumés beaucoup trop longs. Parce que ceux et celles qui ne l'ont pas lu vont comprendre au moins ce qui se passe dans l'œuvre. Ouais. Ah oui, mais je suis contente. Alors, cette rencontre improbable en revenant de New York, dans le train, toi, passablement nerveux pour tes examens. Oui, c'était à l'époque. C'est ça, à l'époque. Mais tu m'as vendu l'idée, puis j'espère que tu vas me réinviter à d'autres. C'est peut-être le début d'une collaboration fertile. Oui, mais j'ai envie de lire des classiques. Je ne relirai pas Madame Bovary, puisque je l'ai lu 2 fois. Comment a été l'épisode? Comment ça a été? Je ne l'ai pas encore écouté, je t'avoue. Non, je m'étais promis de l'écouter, mais tu sais, comme je suis en compétition avec quelqu'un, j'avais comme pas envie de me mettre de la pression. T'as des enfants aussi, là?
puis Ouais, un j'ai chat, puis j'ai comme fait la COVID cette semaine, fait que ouais, j'avais c'est comme ça. envie de prendre ça relax, là, mais j'ai écouté l'épisode Oui, dont tu ne veux pas parler. Mais en fait, t'es une des rares qui a accès aux épisodes en Ouais. pré. Hey, c'est vraiment en bon. pré-écoute. Je sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter, mais c'est le fun. Il y a quelque chose de complice avec tes interlocuteurs, puis c'est le Ben là, fun. Mais je pense que c'est je des suis gens que fan. j'apprécie. Ouais, mais je pense qu'on l'écoute avec cette optique-là. Mais je suis très contente que tu me l'aies fait lire. Puis il me l'a fait lire à l'époque en disant, toi, t'es débordé, alors c'est pas long. C'est pas long. Puis Mais finalement, c'est que c'est drôle, c'est pas long, mais c'est tellement une œuvre complexe puis riche que ça nous m'intimide habite. plus qu'un roman de 300 pages, qu'il y a Ouais. juste une histoire d'amour entre deux Ouais, personnes. c'est ça. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais envie comme de t'en parler, là. Hey, je veux t'en parler, là. Je veux t'en parler, là. Je veux t'en parler. Ouais. Puis, hey, ça fait 5 mois, là. C'est vraiment pénible. Là. Mais Tu m'as vraiment... la stratégie maintenant que j'utilise, puis là, les auditeurs, bon, c'est peut-être un peu, mais autrefois, j'étais comme, on commence à lire de quoi, tu sais, puis on se prendra un moment. Mais non, maintenant, c'est plutôt telle date, on enregistre, lis-le avant ça, puis généralement, ce que ça fait, c'est qu'on On le lit à la dernière minute, Ben ouais, oui, c'est ça. Fait que, voilà. Ben, merci. Ça me fait plaisir.